Passionnés de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous sommes arrivés à un moment clé du fonctionnement du moteur et nous allons disséquer le système d'embrayage. C'est un sujet assez complexe pour lequel j'éprouve d'énormes difficultés à trouver la bonne méthodologie pour faire comprendre à quoi sert la boîte d'embrayage et quelle est son utilité dans le mode de fonctionnement du moteur, sans que l'explication ne soit trop simple et ne permette pas d'appréhender correctement son utilité, ou trop complexe, et dans ce cas, vous noyez dans des explications qui pour l'instant n'ont rien de concret. Je propose donc dans un premier temps de tracer un schéma global du fonctionnement du moteur et de la manière dont l'énergie ou le travail du piston est transmis à la roue arrière par le pignon de sortie de boîte de vitesse. Comme nous l'avons vu, au niveau de la culasse se trouve la chambre de combustion. Lors de la combustion des gaz, il y a une énorme pression qui peut aller jusqu'à plus de 70 bars qui s'applique sur la tête ou la calotte du piston. Cette pression va faire descendre le piston vers le bas le long du cylindre et comme le piston est accouplé à la bielle va être entraînée par le piston et elle-même, par un système qu'on étudiera ultérieurement, va transformer le mouvement de va-et-vient du piston en un mouvement rotatoire au niveau du vilebrequin. Ce mouvement rotatoire va être transmis à la boîte d'embrayage, et particulièrement au niveau de la cloche et de la noix, soit par un système de pignonnerie directe, soit par un système mixte de chaîne et de pignon. Toujours est-il que la rotation du vilebrequin va entraîner la rotation de la boîte d'embrayage. Et celle-ci est connectée à la boîte de vitesse qui elle-même, par un système de pignonnerie, va transmettre la rotation ici derrière au pignon de sortie de boîte de vitesse qui, via la chaîne, va provoquer la rotation de la roue et donc propulser la moto. Cette boîte de vitesse, vous le savez probablement pour la plupart, est composée d'un jeu de pignons qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ces fameuses dents au niveau des pignons de la boîte de vitesse, lors d'un changement de vitesse, ces dents doivent se désaccoupler et puis se réaccoupler avec le bon jeu de pignonnerie afin de pouvoir monter ou descendre d'une vitesse. Vous imaginez bien que si la rotation du vilebrequin est continuellement transmise au niveau de la boîte de vitesse, lors de l'échange de pignons pour modifier la vitesse, il va y avoir des craquements, des claquements. Les variations vont être brusques au niveau des dents et ça risque d'entraîner des usures prématurées, voire même des dégâts. C'est là qu'intervient l'embrayage. L'embrayage permet de désaccoupler la rotation du vilebrequin de la boîte de vitesse. Donc, lorsqu'avec ma poignée de moto, je débraye, par un système que nous étudierons ultérieurement, la rotation du vilebrequin continue bien sûr avec le régime moteur
et au rythme des explosions, mais la boîte de vitesse n'est plus entraînée. Entre guillemets, nous dirons donc qu'elle s'arrête. Cela nous permet, avec le sélecteur de vitesse, de changer de vitesse. Donc la pignonnerie va pouvoir se désengrainer et se réengrainer. Dès ce moment, vous allez relâcher la poignée d'embrayage. En fait, vous allez embrayer et le système d'embrayage va se réaccoupler et permettre la transmission de la rotation du vilebrequin à la boîte de vitesse, au pignon de sortie et donc à la roue arrière pour la propulsion. Je ne sais pas si tout ça est clair, ce sont des lignes générales, mais je pense qu'avec la vidéo qui va suivre, vous allez probablement un peu mieux comprendre ce qui se passe et l'utilité fondamentale de la boîte d'embrayage, du système d'embrayage. Nous allons donc dans un premier temps procéder à la dépose du carter d'embrayage. Nous expliquerons les différentes structures ultérieurement quand il sera déposé. Le carter d'embrayage se dépose par des vis filetées qui s'enlèvent avec une douille de 8 mm. Alors, je vais volontairement laisser cette vis filetée pour ne pas que le carter d'embrayage ne tombe. Il est bien évident qu'avant d'enlever le carter d'embrayage, vous devez faire la vidange complète de votre moteur, car le fonctionnement de cette boîte de vitesse se fait à bain d'huile. Et l'huile qui se trouve dans le carter d'embrayage est en contact avec l'huile qui se trouve dans le moteur. Si vous ne procédez pas à la vidange d'huile, lorsque vous allez ouvrir le capot, toute l'huile va se vidanger sur votre établi, à moins de pencher le moteur du côté opposé pour que l'huile moteur vienne se déposer du côté opposé à l'ouverture du carter d'embrayage. Voici l'ensemble de la visserie, sauf celle qui est restée sur le carter, qui permettent de fixer le carter d'embrayage. Vous pourrez observer des vis entièrement filetées, des longues vis partiellement filetées, seulement à l'extrémité, et des vis intermédiaires, partiellement filetées également. Vous pouvez soit mettre des repères pour objectiver d'où viennent les vis quand vous allez remonter le carter, ou procéder selon l'astuce que je vais vous donner et qui m'a été apprise aux ateliers Perrault lors du stage cycle et entretien. Voilà en quoi consiste cette astuce. Imaginons que je ne connaisse plus l'ordre et l'emplacement de mes vis par rapport à leur taille et que j'essaie de mettre cette longue vis à cet endroit. Je pousse la vis embutée. Et on voit qu'il y a un énorme déport. Dans ce cas-ci, on se doute évidemment que ce n'est pas la bonne vis. Je vais en prendre une autre. Ah, nous avons un déport qui est nettement plus raisonnable. Peut-être est-ce cette vis. Je vais la mettre ici à côté. Donc on positionne la vis embutée. Je vais prendre une vis complètement filetée et courte et j'observe qu'il y a une nette différence entre le déport ici et le déport ici. Si je remplace cette vis moyenne et partiellement filetée par la même vis identique qu'ici, vous allez observer que le déport entre la tête de vis et le carter est identique. Je vais placer
la longue vis partiellement filetée à cet endroit et vous pouvez observer qu'à cet endroit, le déport entre la tête de vis, la distance entre la tête de vis et le carter lorsqu'elle est poussée en butée est exactement le même que pour cette vis. Et vous pouvez appliquer cela pour chaque vis. Cela vous permettra de retrouver l'emplacement des vis sans vous tromper. Vous voyez ici, là on a une distance qui correspond aux mêmes distances qu'ici. Là, ce n'est pas la bonne distance. C'est le cas. Cette vis se place ici. Celle-ci ici. Et donc celle-là ici. Voilà, une petite astuce. Procédons donc maintenant à la dépose du carter d'embrayage. Alors, vous allez remarquer que ce carter d'embrayage se dépose facilement. En fait, cela est dû au fait que je l'ai déjà démonté une fois. Nous verrons ultérieurement les différentes structures qui composent ce carter d'embrayage. Nous voilà donc à l'intérieur de la bête. On peut effectivement objectiver que lorsque je fais tourner le système d'embrayage, les pistons montent et descendent. Mais également, le pignon de sortie tourne. Et donc, comme vient s'articuler sur les dents la chaîne qui est reliée à la roue arrière, cela permet donc de propulser la moto. Il est bien évident que la boîte de vitesse a une vitesse d'enclencher. Si elle était au point mort, il n'y aurait pas de mouvement du pignon de sortie de la boîte de vitesse. Avant de rentrer bien sûr dans les explications du mode de fonctionnement, nous allons continuer le démontage. Je vais donc tout d'abord simplement vous décrire nominativement les différentes structures, les différentes pièces qui composent le système d'embrayage. Ce que vous observez ici, c'est ce qu'on appelle la butée de débrayage. C'est par ce système que l'on pourra accoupler ou désaccoupler les disques entre eux. La platine que vous voyez ici s'appelle le plateau poussoir, le plateau de pression. Cette structure qui peut se mettre en rotation s'appelle la cloche d'embrayage. Attention, la cloche d'embrayage, c'est uniquement cette structure ici. Ce n'est pas ce que vous voyez ici. Ça, ce sont les disques. Donc ça, c'est la cloche d'embrayage. Nous allons dans un premier temps démonter le plateau de pression qui est fixé par 1, 2, 3, 4, 5 vis filetées qui maintiennent un ressort pour le mettre en compression. Voilà, cette partie est composée d'un ressort et d'une vis filetée avec rondelle. La rondelle vient s'appuyer sur le ressort. La vis en elle-même se visse ici dans une pièce qui est différente du plateau de pression et qui n'a rien à voir avec la cloche. C'est ce qu'on appelle
la noix. Nous avons donc procédé à la dépose des 5 vis filetées et des ressorts. Nous allons donc procéder à l'ablation du plateau de pression. Que voici. Ce que vous voyez ici, c'est la noix. La noix est composée d'une structure qui évoque la cloche, mis à part qu'elle est composée de dents et donc elle est crantée à l'extérieur, et nous verrons l'utilité de ces crans tout à l'heure. Au niveau de la noix, nous avons les axes qui permettent aux vis qui mettent en compression les ressorts de venir s'ancrer. Nous reverrons les structures qui sont sur le plateau de pression ultérieurement. Procédons à la dépose des disques. Disques sur lesquels repose tout le mécanisme d'embrayage et de débrayage. Sur cette moto, comme sur la plupart des motos, il y a 2 types de disques. Des disques qui sont dits garnis. Vous pouvez observer à leur surface des garnitures qui ont un haut coefficient de friction, mais également des dentures, des espèces de cannelures qui viennent s'insérer au niveau de la cloche, dans les espaces créés. Ce qui fait que quand la cloche tourne, la cloche fait tourner le disque garni. En alternance au disque garni, nous avons ce que l'on appelle des disques lisses. Des disques lisses, les bien nommés, puisqu'ils sont effectivement lisses, il n'y a pas de garniture. Le coefficient de friction est donc très faible. La différence entre le disque garni et le disque lisse, indépendamment de la garniture qui est présente sur le disque garni et qui n'est pas présente sur le disque lisse, est l'orientation des différentes cannelures qui, sur le disque lisse, est située vers l'intérieur du disque. Vous voyez qu'elles sont vers l'extérieur pour le disque garni. On avait montré qu'elles permettent de s'ancrer dans les espaces au niveau de la cloche, alors qu'au niveau du disque lisse, elles vont aller s'ancrer dans les cannelures de la noix. Et vous voyez que quand la noix bouge, eh bien, le disque lisse bouge avec. Le système est donc composé d'une alternance de disques garnis et de disques lisses, les disques lisses étant pris en sandwich entre 2 disques garnis. C'est ici que vous allez comprendre les astuces du fonctionnement de la boîte de vitesse. Vous vous rappelez que quand je fais tourner la cloche, nous avons un mouvement de piston. Ça veut dire que le mouvement de piston entraîne la cloche. Dans ce cas de figure, nous avons ôté les disques lisses et les disques garnis. Et nous voyons que la rotation
de la cloche, dans ce cas-ci, est indépendant de la noix. Donc, imaginons que le moteur soit monté tel quel et que je le mets en marche. Les pistons vont monter et descendre, activer le vilebrequin qui, par un système de pignonnerie, va provoquer la rotation de la cloche. Mais la noix ne bougera pas. Or, sur l'axe qui est solidaire de la noix, c'est l'axe de l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Et donc, si la noix ne bouge pas, l'axe de la boîte de vitesse ne bougera pas. Nous allons le prouver. Je vais faire bouger la noix et vous allez voir que le pignon de sortie est en rotation. C'est donc bien la noix qui provoque la rotation de la pignonnerie au niveau de la boîte de vitesse et qui permet de transmettre donc la rotation à la roue arrière via la chaîne. Il existe encore au fond plusieurs structures dont il n'est pas nécessaire de les connaître à l'heure actuelle pour comprendre le fonctionnement de la boîte d'embrayage. Je vais donc remonter l'ensemble des disques sur cet embrayage. Nous allons remettre l'ensemble des disques lisses et des disques garnis. Tous les disques lisses et garnis sont remis en place et je vais donc à nouveau faire tourner la cloche. Lorsque je fais tourner la cloche, les pistons, ou en tout cas ici, puisque les pistons ont été ôtés, les bielles montent et descendent et donc tout fonctionne comme expliqué tout à l'heure. Il est bien évident que si je laisse tourner la cloche, la noix est entraînée. C'est la raison pour laquelle il existe un plateau de pression, et c'est justement ce plateau qui va permettre de mettre en compression les disques lisses et les disques garnis. Alors, vous verrez que sur ce plateau, il y a une marque ici. Et cette marque, elle correspond à la marque qui se trouve sur la noix ici. Visiblement, c'est pour le bon positionnement. Voilà. Notre plateau de pression est bien appliqué contre les disques et je vais donc passer mon temps pour la démonstration à remettre en tension tous les ressorts. Tous les ressorts ont donc été repositionnés et les vis ont été serrées. Normalement, elles doivent certainement être serrées à un couple bien précis. La pression du plateau exercée grâce à l'action des ressorts met donc intimement en contact les disques lisses et les disques garnis. Je vous rappelle donc que chaque disque lisse est pris en sandwich entre deux disques garnis. Ici, nous avons donc un très fort coefficient de friction entre les disques. Il en résulte que lorsque le piston monte et descend et fait donc tourner la cloche, cela va entraîner la noix et donc le pignon de sortie après la boîte de vitesse et donc va permettre la rotation de la roue. Vous avez donc compris comment fonctionne dans les grandes lignes le système. Nous allons maintenant voir plus en détail comment fonctionne le désaccouplage. Alors, il existe selon les motos plusieurs systèmes différents. Moi, je vais me borner à vous expliquer ce que j'ai compris au niveau de cette moto.
Et tout se joue grâce à cette pièce que l'on appelle la butée de débrayage. Pour pouvoir comprendre comment elle fonctionne, nous allons étudier le carter d'embrayage. La seule chose qu'on peut déjà observer, c'est que cette butée d'embrayage est relativement lisse et elle est composée d'une petite crémaillère ici. Alors, à quoi sert cette butée? Elle prend appui sur le plateau de pression et lorsque vous actionnez la poignée et que vous débrayez, cette butée va tirer sur le plateau de pression contre la résistance des ressorts et donc diminuer la pression entre les disques lisses et les disques garnis. Il va donc y avoir un mouvement possible entre ces disques. Cela va désolidariser le mouvement du vilebrequin, du mouvement de la boîte de vitesse et permettre le passage de la vitesse. Voyons comment fonctionne ce système. Nous allons donc décrire le carter d'embrayage. Le carter, c'est donc un gros couvercle qui permet d'isoler l'embrayage. C'est un embrayage de type multidisque travaillant dans un bain d'huile. Il faut donc qu'il y ait un joint. Ici, le joint, il était complètement détruit. Il avait perdu toutes ses propriétés et il s'est complètement délité lors de la dépose du carter d'embrayage la première fois. Je pense que ce joint doit être systématiquement remplacé à chaque ouverture pour éviter des fuites d'huile. Vous observerez également deux pions de centrage, un ici et un ici. Ce sont de simples pions de centrage sans particularité. Bien sûr, il ne faut pas les perdre. Le niveau d'huile au niveau de la moto s'observe par un petit hublot à la partie inférieure du carter, dont voici la partie interne. Nous avons ici le bouchon de remplissage d'huile. C'est par où vous allez ajouter de l'huile lorsqu'il en manque dans le moteur. Cette huile va donc passer par la boîte d'embrayage qui est en contact avec le carter moteur proprement dit et donc permettre de passer dans le moteur. Et ensuite, vous avez ce système que vous connaissez bien puisque vous l'avez vu sur vos propres motos. C'est l'axe de débrayage. C'est par cet axe que vous allez pouvoir exercer la traction sur le plateau de poussée pour pouvoir débrayer et donc désolidariser les disques lisses des disques garnis. Sur le versant interne, vous voyez qu'il y a également une crémaillère, ici, à la partie inférieure de l'axe, qui peut tourner. C'est bien évidemment cette crémaillère qui s'imbrique dans la crémaillère de la butée de débrayage. Et vous comprenez bien le mécanisme. En faisant pivoter cette crémaillère, vous allez faire un mouvement de va-et-vient sur cette butée qui va permettre de provoquer le mouvement de traction. Donc, à ce niveau-ci, il manque une pièce. Cette pièce se nomme le levier d'ancrage de câble. C'est une pièce dans laquelle vient s'ancrer le câble de débrayage. Et lorsque vous débrayez, il va y avoir une traction sur cette pièce qui va provoquer le mouvement de rotation de la crémaillère ici. Et donc également la rotation de la crémaillère de la butée de débrayage et permettre de désolidariser les disques. Nous allons démonter ce système. L'axe est maintenu grâce à une vis filetée qui se trouve ici. Ôtons cette vis filetée
Elle est accompagnée d'une rondelle en cuivre. Ces rondelles en cuivre doivent être systématiquement remplacées, car elles s'écrasent sous la pression de la vis filetée, et si on essaye de la remettre, elles ont perdu leur propriété et laisseront donc passer de l'huile. Je peux donc maintenant procéder à l'extraction de l'axe. Et en fait, cette fameuse vis filetée venait dans la gorge de l'axe ici, qui permettait de bloquer le mouvement dans l'axe de débrayage. Alors, on observe la crémaillère dans le bas. Cette crémaillère permet donc d'actionner la butée d'ancrage, la butée d'embrayage. À la partie supérieure, nous retrouvons un joint et à l'intérieur, il y a un roulement à aiguille. Ce roulement permet de faciliter la rotation de l'axe. Alors, c'est un joint particulier, c'est un joint à lèvres. En fait, les joints à lèvres sont utilisés, si j'ai bien compris, pour éviter toutes les fuites de liquide, et notamment ici de l'huile, lorsqu'il existe un axe. Et à l'intérieur de ce joint, il y a donc une espèce de gouttière, et nous observons un ressort, un petit ressort qui fait le tour, et qui, je pense, met en compression la lèvre interne contre l'axe. Donc ce petit ressort met la lèvre interne du joint en compression contre l'axe et permet d'empêcher la fuite d'huile. Je pense que ces joints doivent être facilement remplacés car ils s'abîment dès qu'on les enlève, me semble-t-il. Mais je ne peux pas vous le garantir. Et enfin, à la partie inférieure de l'axe, il y a également, il va falloir me croire sur parole, un roulement à aiguille qui permet la rotation aisée de l'axe en rotation. On ne procédera pas à l'ablation de ces roulements. Celui-ci pourrait être encore assez facile, mais celui qui se trouve là, tout au fond, je pense que c'est une autre paire de manches. Maintenant que vous avez pu observer le fonctionnement du carter et de l'axe d'embrayage, vous pouvez donc bien imaginer la crémaillère de l'axe d'embrayage qui vient s'encliqueter dans la crémaillère de la butée d'embrayage. Et donc, lorsque cette crémaillère fait une rotation sur son axe, il va y avoir une traction qui va permettre de décomprimer les ressorts et donc de désolidariser les disques lisses et les disques garnis. Et donc, ça va désaccoupler le mouvement du vilebrequin et de la boîte de vitesse et permettre en douceur de passer une vitesse. Nous allons évoquer et décrire maintenant la dernière pièce du système que nous venons de démonter. Ce sont les rondelles et les roulements à butée qui sont associés à la butée de débrayage. Donc, la butée de débrayage, vous savez ce que c'est. Elle est formée d'une petite crémaillère à cliquer. Je vais la retirer et nous pouvons observer qu'il y a une première rondelle plate suivie d'une rondelle un peu particulière. C'est la première fois que je voyais ça. Voilà. C'est une rondelle qui est composée de petites aiguilles. C'est un peu comme dans un roulement à aiguille, mais au lieu que le mouvement se fait dans l'axe rotatoire, et c'est-à-dire dans l'axe longitudinal de l'axe dans lequel circule la rondelle, ici, nous sommes dans l'axe sagittal. Donc en fait, ce petit roulement à aiguille permet d'éviter, je suppose, les frottements inutiles entre la butée d'embrayage et
le plateau de pression lorsqu'il est en rotation. Nous voici revenus au point de départ après avoir démonté le carter d'embrayage, le plateau de pression et la dépose des disques lisses et des disques garnis. Nous allons donc procéder à la dépose de la noix et de la cloche, mais cela fera l'objet d'une vidéo ultérieure, car pour dévisser ce gros écrou, j'ai besoin soit d'une instrumentation particulière qui permet de s'ancrer dans les cannelures pour éviter le mouvement de rotation, soit d'une clé à choc que j'ai commandée avec une douille de 30 pour pouvoir dévisser cet écrou. Cette séquence est donc terminée. Un grand merci à tous ceux qui l'ont parcouru et qui ont pu y trouver un intérêt. Si vous avez d'éventuelles remarques constructives, n'hésitez pas à me les transmettre. C'est très important afin de pouvoir se corriger. Et je vous retrouve dans la deuxième partie pour le démontage de la cloche et de la noix. À bientôt.